Voilà, alors je suis d'autant plus heureuse de vous accueillir ici à l'ADRA que ce livre, finalement ce livre y est né. C'était il y a quelques années, à l'époque j'animais un atelier d'écriture le jeudi et puis j'avais vu un thème de concours que j'ai trouvé original, c'était l'irritation. Et je me suis dit, tiens, l'irritation, j'ai cherché un peu, j'ai pensé, l'irritation, on pense tout de suite peut-être à la colère, mais on peut penser à l'irritation de peau aussi. Et ça m'a parlé. Donc je l'ai proposé aux écrivantes de l'époque. On a toutes planché dessus. Et puis moi, ça a donné un texte qui m'a plu et que j'ai eu envie de poursuivre. Et j'avais envie de le dire parce que on pense souvent que l'écriture, c'est un processus solitaire. C'est possible, hein. J'ai longtemps écrit seule. Je me suis rendu compte en animant des ateliers et en prenant l'habitude de lire mes textes de la force que peut donner l'accompagnement, le fait d'être plusieurs. Je pense que les musiciens connaissent bien ça. Bien sûr, on travaille beaucoup, mais le morceau, il va prendre corps quand on se retrouve à plusieurs et que quelque chose de magique se passe. Voilà. Donc je suis partie de ce thème-là, l'irritation, et puis du coup, presque tout de suite, les premières lignes, c'était les premières lignes du bouquin qui n'ont pas changé. Enzo était né irrité, d'un père irritable et d'une mère, la trop belle Elena, acide. Aucun risque qu'ils ne s'ennuient ensemble, ces deux-là. Ils avaient trop de choses soi-disant urgentes à se dire. J'ai encore une chose à te dire, clamait-il d'ailleurs fréquemment. Mais il ne disait en fait jamais. Il reprochait, accusait, bombardait, assenait. Dans leur bouche, les autres mots devenaient armes. Coincé entre eux, petit Enzo tentait d'esquiver les projectiles. Il n'y parvenait pas toujours, et quand il chopait une de ces méchancetés qui ne lui était pourtant pas adressée, hop, ça se marquait instantanément sur sa peau, pommettes enflammées, œil au beurre rouge, eczéma du menton, plaques sur le cou. En termes de démangeaison décorative, Enzo, avant ses 4 ans, réussit un carton. Fruit de l'amour de Philippe et Elena Titre, il était taché, tavelé comme lui. Néanmoins, il grandissait, en imagination et en puissance, une puissance souterraine mais qui rayonnait, celle du désir qui rebondit toujours. Voilà. Alors, avec un tel début, on se pourrait se dire, enfin plusieurs des personnes qui l'ont lu m'ont dit pauvre gamin. C'est vrai. Sauf qu'en fait, Enzo, il m'a surpris tout de suite parce que, au lieu de se plaindre, c'était un gamin très souriant. Vous savez, parfois les personnages, ils s'imposent, ils vous prennent par la main et ils décident de beaucoup de choses en fait. Et là, ça a été le cas. Et cet Enzo, c'est un gamin souriant, bondissant, tellement bondissant que de culbute en culbute, mais il devient gymnaste. Voilà. Et j'étais la première surprise de ça. Parce que je me disais, bon, ses parents, eux, sont restés dans une colère sourde. Rien n'a fonctionné pour eux comme ils auraient imaginé, comme ils l'auraient souhaité. J'étais un peu méchante avec eux dans le bouquin, mais au fond, je les aime bien parce que je crois qu'ils représentent ce côté qu'on peut tous avoir, propension à lâcher, à se décourager, à se prendre la tête. Le père d'Enzo, il est toujours dans la prise de tête. Et puis Enzo, lui, son but dès le départ, ça a été de sauter au cou. Voilà. C'est cet amour que peuvent parfois vous porter les enfants et que quelquefois on ne mérite pas vraiment. Je veux dire. On a souvent tendance à se plaindre des jeunes. On a tous été jeunes, on a tous su ce que c'était que se débrouiller avec ses propres limites, avec ces pulsions qui nous embarquent, qui nous entraînent.
Mais moi, j'ai l'impression, en tant qu'adulte, que les jeunes ont souvent beaucoup à nous enseigner. Et j'ai vraiment eu cette impression-là avec Enzo. Parmi mes premiers lecteurs, il y a eu mes fils et ma belle-fille qui m'ont aussi beaucoup encouragée, qui m'ont poussée à aller au bout de cette aventure et à le proposer. Et à le proposer à des éditeurs. Et c'était aussi quelque chose, voilà. Donc Enzo, ce gamin bondissant, très créatif, voilà. Bonjour. Voilà, donc il est malade, il n'arrive pas à se défendre contre ça, mais quelque part, c'est aussi son irritation de peau, c'est aussi le symptôme. Il écrit sur sa peau les problèmes de ses parents, ses propres problèmes, et une fois que c'est fait, quelque part, il est débarrassé. Et ça, c'est lui qui me l'a soufflé, ça m'est venu comme ça. Bon, pas impossible de sauter au cou de papa titre ou sur les genoux de maman titre. Bon, Enzo trouva d'autres occupations. Sauter après la queue du chat, sauter de la branche basse du prunier, puis sauter dans le jardin depuis la fenêtre du premier étage. En se laissant pendre à la barre du balcon par les mains le plus bas possible, c'était faisable, et même amusant. Il n'y avait qu'un passage risqué, c'était à l'instant d'enjamber la rambarde, quand on se retrouvait entre le sol ferme et le vide. Après, on n'y pensait plus. Non. Après, Enzo n'y pensait plus, car alors, de ne dépendre que de lui-même, suspendu ainsi de tout son haut dans le rien, une griserie le prenait. Notre acrobate, maintenant âgé de 8 ans et des poussières, en était bien conscient. Un mauvais élan et il risquait de tomber mal, de se faire une entorse ou pire. Mais bon, pire, Enzo ne connut pas. Quant à l'entorse, il parvint à en déguiser l'origine. Quand j'ai écrit ça, j'ai senti ma gorge se serrer quand même, parce que je me suis dit, il a l'air tout joyeux, tout bondissant, mais quand même, quelle tristesse il y a en lui pour risquer comme ça sa vie, hein. C'est pas rien de se suspendre comme ça à 8 ans. Et en même temps, c'est dans ce moment-là qu'il se trouve. C'est dans le risque qu'il a pris qu'il se trouve. Et voilà, pour moi, Enzo, c'est un résilient, en fait. Et j'avais envie de comprendre comment ça se passait. Voilà. Et chez lui, c'est le bon. Voilà. Bon, le problème, c'est quand il devient adolescent, parce que autant quand on est enfant, je crois qu'on a... Enfin, Enzo, en tout cas, il est entre ses parents et il a surtout envie de ramener sur lui un regard positif de ses parents. À l'adolescence, ce qui se passe, c'est qu'il rentre vraiment dans le regard des pères, des égaux. Et or, aucun de ses camarades n'a envie de le considérer comme son égal, ni d'être son camarade. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a pas trop le choix, parce que ses parents n'arrêtent pas de rouspéter, donc la place est déjà prise. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en sortir par le haut. Et là, il a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a M. Jaoui, donc son prof de collège, son prof de gym, qui détecte ses dons et qui lui propose de vraiment jouer le jeu et de devenir, voilà, de faire de la gymnastique de concours. Et voilà, et Enzo, pour Enzo, c'est une chance. Alors, je vais vous lire un petit passage. Détectant ses dons, M. Jaoui, le professeur de sport du collège, proposa de lui faire travailler en solo la gymnastique acrobatique. Pour la première fois, Enzo voyait un adulte croire en lui et visait un résultat plus valorisant qu'une énième anomalie dermatologique. Sous la férule de son professeur en vertige, saut carpé, roulade, rondade, saut groupé, salto avant et arrière, flip et saut de l'ange, toutes ces figures imposées et composées n'eurent bientôt plus de secret pour lui. Il adorait sentir dans sa tête renversée, soutenue par ses avant-bras, le sang pulser et voir le monde se napper de nacre rouge.
Il ne comprenait pas ses camarades qui renonçaient si vite à cette ivresse-là. Lui, dès qu'il était question de s'élancer plus haut que lui-même, était à l'aise. Il se moquait bien de devoir passer d'innombrables heures à maîtriser la technique et quelquefois la peur. Échec provisoire et faiblesse dominée faisaient partie du jeu, comme M. Jaoui le lui répétait. Le problème, c'était quand il s'agissait de rester au sol. Quand il ne fallait pas se hausser, se déplacer, mais simplement assumer la pesanteur de son corps récalcitrant. À 13 ans, l'adolescent prenait toujours la vie avec élan, mais demeurer indifférent aux atteintes de sa maladie devenait difficile. Que ça le pique, que ça le brûle, il avait l'habitude que ça le trifouille, le tripafouille, le fouille au grognasse, que ça lui donne des abcès de peau et des excès de larmes, passe encore. Il serrait les dents et s'élevait en une pirouette. Mais comment échapper au regard des copains, ce regard moqueur, dégoûté, au mieux apitoyé? C'est toute la question. Voilà. C'est toute la question pour lui, et ça a été toute la question pour moi. À partir de ce moment-là, comment faire? Et c'est là que Opale est arrivé. Alors, voilà, plus exactement, Opale, Monica, Louisiane, Charleston. C'est important ces trois prénoms. Ça la définit malgré elle, parce qu'en fait, Opale, elle a toujours dû voyager, et donc elle n'a pas tellement... Elle a cette impression que finalement elle s'est faite toute seule, ce qui n'est pas vraiment faux, parce qu'elle a dû tellement déménager qu'à chaque fois elle a dû tout reconstruire. Et elle a déménagé comme ça parce que son père est tatoueur et que régulièrement le père, une fois qu'il avait fini d'apprendre quelque chose, hop, on partait ailleurs. Enfin, ça c'est la manière dont il nous présente les choses. Et à chaque fois, Opale recommence, se débrouille avec les nouvelles langues, en fait quelque chose de très personnel. Et puis bon, finalement, elle n'est pas si mal avec son dad, comme elle dit, son daddy. Voilà. Et là où ça ne va plus aller du tout, c'est quand le père, alors qu'elle a 14 ans, lui explique qu'elle a une mère. Bon, elle s'en doutait, hein, vous allez me dire, mais une génitrice. Voilà. Or, il semble que ça a été plus qu'une génitrice, et ça c'est très compliqué pour elle. Et finalement, voilà, et donc, ouais, donc c'est très compliqué pour elle de découvrir qu'elle a une mère. Et alors, curieusement, cette fille va tout de suite comprendre le problème d'Enzo. Parce que son père, justement, est tatoueur, que les problèmes de choses écrites sur la peau et de brouillage, elle connaît. Donc les problèmes de brouillage dermatologique, elle connaît. Par contre, ce qu'elle n'arrive pas à voir, là où elle est complètement myope, c'est qu'elle est dans un brouillage générationnel. Généalogique, et ça lui passe au-dessus, quoi. Et donc finalement, arrivée là, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que son père ne lui a pas expliqué plus tôt ce qui s'était arrivé? Tous les parents qui ont eu ne serait-ce que quelque temps à élever un enfant seul le savent qu'il faut laisser, même de manière symbolique, la place au père ou à la mère. Or là, de toute évidence, il n'y a rien eu. Et là aussi, ça m'a prise par surprise. Et ensuite, je me suis retrouvée avec ces personnages que j'aimais beaucoup, en particulier le père d'Opale.
Et je me suis dit, voilà, la suite de l'histoire, ça va être ça. Ça va être de comprendre pourquoi. Pourquoi ce vide, pourquoi ce silence autour de son origine. Et Opal, elle est comme Enzo, quelqu'un de très très créatif, parce que ça, je vous dis un peu tout ce à quoi ça m'a fait penser, hein. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec ces deux ados, c'est qu'ils sont hyper créateurs, hyper créatifs, très inventifs. Peut-être que leurs solutions sont paradoxales et bricolées, mais elles ont le mérite d'exister. Voilà. Et ils sont tout le temps, parce qu'ils sont très jeunes, et ils sont tout le temps là-dedans. Ils ont une souplesse, ils ont une naïveté aussi, et ils ont vraiment du répondant malgré la tristesse qu'ils peuvent porter pour des raisons différentes. Alors, je pense qu'une des caractéristiques du livre, enfin moi c'est ce qui m'a demandé le plus de travail, c'est de faire parler Opal, parce que je me retrouvais avec une ado qui avait vécu dans 5 ou 6 pays différents, qui ne parlait pas le français, mais plusieurs autres langues, qui avait de la colère contre le français, parce qu'on lui apprend que c'est la langue de sa mère, que sa mère, elle n'en veut pas, elle est très bien comme ça. Elle lui en veut, sa mère, donc elle va en vouloir au français. Et donc elle va commencer à tordre, elle va finir par apprendre ce français, mais à sa manière, et elle va tordre les mots. Je ne sais pas si vous avez lu à vos enfants, ou pour vous, Le Prince de mots tordus de Pef. Moi j'ai adoré. Je suis rentrée complètement dedans, et je me suis dit qu'après tout, plutôt qu'en faire simplement des maladresses de ce langage d'Opal, on pouvait en faire carrément des mots valises, des mots inventifs. Et donc elle est souvent entre les deux. Voilà, entre les deux. Et elle va finalement, de cette manière-là, inventer des mots. Alors, je vais vous lire juste un dernier passage. Ce passage, je l'ai choisi en lien avec les photos. Parce que, bon, vous avez vu que voilà, il y a toutes sortes de magnifiques photos que je vous inviterai à aller regarder de près, elles en valent le coup. Ce sont les photos de Philippe Baudouin, qui est ici présent, voilà, à qui je donnerai la parole tout de suite après. Donc Philippe a accepté de faire cette couverture, et tu t'es inspiré d'un passage du livre. C'est la première rencontre entre Enzo et Opal. Et donc je vais vous lire une partie de cette rencontre, et je pense qu'ensuite vous comprendrez la signification. Voilà. Alors, en fait, Enzo donc est rejeté par ses camarades. Malgré tout, il est connu comme étant le garçon qui fait des pirouettes, qui danse dans la cour, ou bien pour s'entraîner. En fait, quand je dis danser, c'est pas ça. Il est gymnaste en fait, mais il a une telle grâce que ça devient presque de la danse. Voilà. Et puis Opal voit ça, et elle pense qu'elle est fascinée. Et donc, elle va aller chercher à parler à Enzo. Et lui, il fuit. Parce qu'il se dit, c'est pas possible que cette fille veuille me parler, quoi. Il n'y croit pas du tout. Et elle le poursuit. Ça n'est pas so terrible, do you know? Philosopha la fille sur sa gauche. Ça arrivaille à tout le monde d'avoir son blues. Il se retourna d'un bond. Elle l'avait suivi. Elle n'avait pas fini de se moquer de lui. Mais il ne se laisserait pas faire, elle allait l'entendre.
Effectivement, Opal entendit. Elle entendit son silence agité, devina les efforts qu'il faisait pour parler et attendit, se demandant quelle première parole allait sortir de la bouche du merveilleux garçon, tout droit sorti d'une fête poétique qui aurait viré au cauchemar. Ce fut encore du silence, un silence habité et rythmé comme une danse. Non, il ne voulait pas la repousser, comprit-il. Il se sentait lui-même repoussé. Alors, elle resta là, à le regarder, en silence, elle aussi. Le sourire interrogateur, pas du tout méprisant de la nouvelle, acheva de réduire Enzo à l'impuissance. Il aurait voulu tourner le dos une fois de plus et ne le fit pas. C'est qu'elle lui parut trop émouvante, postée ainsi à 2 pas de lui, à se dandiner d'un pied sur l'autre dans sa tenue de flamant rose. Haute en jambes, droite, stoïque, bien que gênée par son plumage ébouriffé et agacée par le vent qui, lui rentrant dans les yeux, faisait venir des larmes. Elle était différente, oui, mais jolie, à ne pas y croire. Ses lèvres semblaient gonflées d'une peine secrète. L'une de ces peines qu'à force de garder pour soi, on ne sait plus confier. Elle lui fit un sourire penaud. Il ne put s'empêcher d'y répondre, le regretta aussitôt. D'ordinaire, son sourire, qui tirait sa peau craquelée, achevait de dégoûter. Mais cette fille-là était décidément déterminée à ne pas broncher. Elle le regarda droit dans les yeux, eut une légère moue et lui tendit une petite patte humide dont les doigts aux ongles rongés serrèrent les siens avec élan. « Je m'appelle Opal Monica Louisiane. My daddy est le tatouiste de la rue Mazim. Nous sommes débarqués cet esté, you see. Here I know nobody, personne je connais. Pero partout à travers le monde, conozco la piel de la gente, la peau des gens. Yes, I know the skin of people, because my father is tattooer. Et je peux dire à toi, I don't understand. S'empressa de l'arrêter Enzo, qui avait à peu près compris, mais que les mots skin et piel avaient horrifié. Jamais on abordait si franchement cette question devant lui au collège, c'était au moins ça de gagner. « Oh, you don't understand English? Tal vez entiendes espagnol? Podríamos hablar un poco español? Oh, sorry, je hais encore olvidado, oublié, que nous nous trouvons en France. Je dois me voir désormais à I to talk, j'ai à habler French. » Elle rougissait, se dandinait d'un pied sur l'autre de plus en plus nerveusement, agacée de sentir les mots lui échapper. Lui, à la voir se débattre, se sentit presque en sécurité. Il retint son fou rire nerveux, soucieux de ne pas effaroucher l'étrange visiteuse. « D'où viens-tu exactement ?» demanda-t-il doucement. « Je vécu in Spain, Britain, Irlande, dans nombreuses countries. Aujourd'hui, attento, bibiraki, mais je ne me plais pas à la France, non, except you. Je te vis danser. What beauty! You are free when you dance. » Enzo l'écoutait, surpris plus encore que tout à l'heure. Elle avait parlé de beauté à son propos. Il n'était pas sûr du reste, mais ce mot « beauty » l'avait frappé. Elle, le voyant saisi et immobile, crut qu'il ne comprenait rien. Elle tenta de corriger son français maladroitement, puis soupira découragée. « I try to speak French, pero es el idioma del diable. » Bon, elle a essayé, mais c'est vraiment difficile. Et du coup, finalement, elle va réussir à obtenir de lui un rendez-vous pour qu'il l'aide. Parce que Enzo, c'est vraiment le garçon gentil. Être aidé, je pense que ce serait très très difficile pour lui. Mais par contre, aider, c'est ce qu'il fait depuis son enfance, en fait. Ces maladies de peau, c'est un peu pour aider ses parents, quelque part. Comme souvent les gamins qui ont comme ça des symptômes forts. Et finalement, cette fille ne va pas résister, il va accepter de l'aider. Il pourrait encore renoncer, et elle est très vive, elle prend et elle lui écrit son adresse sur sa peau.
Et ça, pour lui, c'est incroyable, quoi. Incroyable qu'une fille jolie, en plus, lui prenne la main, n'ait pas peur et écrive sur sa peau. Après lui avoir dit que ça suffisait, il y en avait marre, il n'y avait pas besoin d'être l'ardoise de tout le monde, grosso modo. Il n'y a pas besoin d'être un palimpseste comme ça. Elle écrit ses propres mots pour lui dire « viens ». Voilà. Et c'est là-dessus que Philippe est parti. Voilà. Bon, moi je vais m'arrêter là. Hein. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir tout le monde, donc, je suis Philippe Audouin et j'ai rencontré Carole il y a de ça un petit moment maintenant, c'était à l'automne dernier, lors d'une des expositions que j'ai fait à Montpellier, c'était dans le quartier des Arceaux si je me souviens bien, et Carole a très apprécié le travail que je faisais et qui est exposé pour partie ici. Et donc, rapidement, m'a proposé cette collaboration autour de son projet de livre. Et bien sûr, moi, ça m'a intéressé parce que ça a fait forcément aussi écho directement dans mon projet photo qui, en fait, associe l'écriture corporelle, donc j'écris sur les corps, avec la photo, puisque après, je prends en photo différentes poses autour de ces écritures. Donc il y avait vraiment une résonance en fait entre son livre et mon travail, donc ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai qu'après, j'ai lu son livre, son manuscrit à cette époque-là, et c'est ce passage-là qui m'a, moi en tout cas, tout à fait percuté dans ma recherche et dans mon travail, puisqu'il y avait ça associé aussi bien donc un moment fort dans le livre, qu'en même temps l'essence un peu de mon travail. Donc après, ça a été une collaboration ensemble où il y a quelques épreuves là qui sont proposées, puisque forcément, voilà, il y a tout un jeu ensuite de premier projet, d'envoi de ce projet à Carole pour le partager, et puis petit à petit, on est arrivé jusqu'à trouver un cliché donc, qui convenait, et puis je suis ravi, moi, d'être allé jusqu'au bout en fait, de ce projet, et de me retrouver donc, en couverture de ce livre. Donc voilà, après, je suis bien sûr à votre disposition pour discuter avec vous et partager autour de mon projet photo. Donc juste en deux mots, c'est autour de la graphie, on va dire la graphie au sens large, puisqu'il y a aussi bien donc, différents alphabets, vous verrez, et puis il y a les chiffres aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette association entre la graphie et la peau, et le jeu qu'il peut y avoir après de mouvements, de mise en valeur l'un et l'autre. Voilà, merci de m'avoir accueilli aussi ici. Et au plaisir de discuter avec vous. Voilà, je voulais juste ajouter que, bien sûr, ce livre n'aurait pas non plus vu le jour sans le travail des éditrices. J'ai eu l'impression, en y réfléchissant, que là, c'est un vrai travail d'édition. Elles l'ont lu, relu, plusieurs discussions. Et vous savez, souvent je pense, j'aime bien les contes, et je pense à Pinocchio qui tant qu'il n'a pas eu l'aval de la fée bleue, ne devient pas un vrai garçon. Et lui, ce qu'il veut, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression qu'un manuscrit, tant qu'il n'a pas été publié d'une façon ou d'une autre, qu'il n'a pas trouvé ses lecteurs, mais qu'il n'a pas été porté par quelqu'un d'autre qui le désire autant que vous, et bien ça reste un Pinocchio. Alors ça peut être très chouette, on peut vraiment s'amuser avec. En plus, le gros intérêt, comme le nez de Pinocchio qui n'arrête pas de changer de taille, ben, le manuscrit peut continuer à se modifier ad vitam aeternam. Le jour où ça y est, il est choisi, eh ben, là, ça devient un véritable enfant qui marche tout seul. C'était pas en fait, c'était sous forme de ça.